Il n'a pas semblé surpris par ça. Et il m'a accompagnée aux toilettes en posant sa main sur mon épaule, aux toilettes les plus proches. Il est rentré avec moi dans les toilettes et il a attendu que j'urine. Et j'en suis ressortie soulagée, mais très, très embêtée par ce qui venait de se passer, évidemment, et très gênée. Il vous a accompagné, il est avec vous aux toilettes? Oui, il m'a accompagnée dans les toilettes. Donc, on est rentré dans une première salle où il y avait le lavabo et ensuite, il y avait une autre porte avec les toilettes. Et il vous a écouté Il m'a écouté uriner, tout à fait, ouais, tout le long. Ouais. En plus, quand on prend des diurétiques, forcément, ça dure longtemps. Donc, voilà, c'était assez long. Quand je suis ressortie, j'ai continué l'entretien avec lui. Et pareil, c'était les mêmes choses. Donc, il était sur son portable. Il continuait à jouer avec, à être distrait et pas du tout attentionné à ce que je disais. Lorsque je suis sortie, je suis allée débriefer mes collègues du ministère de la Culture. J'ai bien entendu omis de raconter l'épisode des toilettes, puisque j'avais beaucoup trop honte. Je leur ai juste parlé du fait qu'il était très préoccupé par son portable pendant tout l'entretien et ils n'ont pas du tout semblé surpris. Ils m'ont dit que c'était normal. Qui prenait des photos des jambes des femmes au ministère et que de toute façon, tout le monde l'appelait le photographe. Il était très connu pour prendre des photos des femmes, des jambes en réunion, en entretien et à la cafétéria. Donc, en fait, personne n'est surpris. Vous avez eu ce rendez-vous avec celui qu'on appelle le photographe. On vous dit c'est normal. Circuler, il n'y a rien à voir. On vous dit si tu veux te plaindre, tu peux faire quelque chose. Oui, absolument. En fait, moi, quand je suis arrivée au ministère, mes collègues m'ont dit, écoute, méfie-toi de cet homme-là. C'est un pervers. Il va essayer de prendre des photos de tes jambes. Il va te faire des petits sourires dans les couloirs. Il va te regarder tout le temps. Ne reste pas seul avec lui dans une salle. Fais attention à toi. Tout le monde l'appelait le photographe, en effet, donc tout le monde était au courant de ses agissements. Alors après, vous apprenez ça sur lui, il y a eu l'épisode diurétique, vous n'en parlez à personne. À quel moment vous faites le lien avec lui? Je fais le lien avec lui au moment où le Canard enchaîné décide de publier un article sur l'histoire. C'était en mai dernier. C'était en mai dernier, tout à fait. Alors que les faits remontent à 2011. Hein, absolument. Pour ma part, ça remonte à 2011, oui. Je lis l'article et je me reconnais parce que j'avais intériorisé cette histoire. Je n'ai jamais considéré, je n'ai jamais pensé que quelqu'un avait pu m'administrer quoi que ce soit. Cela dit, j'ai gardé cet entretien gravé, puisque comme un traumatisme, je me demandais pourquoi j'avais eu cette furieuse envie d'uriner, pourquoi ça s'était passé comme ça, pourquoi il m'avait suivi dans les toilettes, mais sans jamais faire le lien avec lui, évidemment. Et quand je lis l'article du Canard, je me rends compte que c'est mon histoire, qu'il m'est arrivé ça aussi. Et là, je décide de prendre contact avec la journaliste du Canard enchaîné pour lui raconter mon témoignage. Et elle a publié un deuxième article suite à ça. Il y a une enquête qui a été menée, il y a un fichier Excel qui a été retrouvé avec 200 noms de femmes. Alors, il n'est pas question que des diurétiques, il y a aussi question de ces femmes, donc il l'a photographié. Votre nom n'est pas dans ce fichier Excel, c'est bien ça? Oui, absolument. C'est la subtilité de l'histoire un petit peu parce que aujourd'hui, la police fait état de 200 femmes qui figurent dans ce fichier Excel. Cela dit, ce fichier Excel, on ne sait pas quand il l'a initié, on ne sait pas quand il l'a arrêté. Ce qui fait qu'il y a sûrement des personnes, des victimes qui ont été victimes de cet homme avant et après, probablement. On ne sait pas s'il le tenait bien à jour, on ne sait pas s'il y a eu une pause à un moment. Donc 200, oui, mais sûrement plus. Vous êtes une histoire parmi ces 200 ou plus histoires. Il y a la vôtre, il y a votre version qu'on vient d'entendre. Je me tourne vers les journalistes qui ont enquêté. Vous avez donc pu rencontrer plusieurs femmes. Ce qui frappe, c'est que ces histoires se ressemblent. Il y a un processus qui semble bien réglé, une façon de faire qui est à peu près toujours la même. Oui, leurs histoires sont extrêmement similaires. C'est-à-dire qu'elles passent presque toutes, sauf pour Alizée qui travaillait déjà au ministère de la Culture, mais toutes celles qu'on a rencontrées passent un entretien d'embauche avec cet homme. Et quand elles arrivent, comme dans n'importe quel entretien d'embauche, il leur propose un café ou un thé. Et quand elles disent oui, il sort et il revient avec une boisson qu'elles ont demandé. Et en fait, dans cette boisson, donc, il a glissé une dose de diurétique.
Et ensuite commence un entretien assez normal, à la différence que rapidement il leur propose de sortir et d'aller visiter Paris. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le ministère de la Culture est vraiment en plein centre de Paris, à 2 pas du Louvre, à 2 pas de la place des Victoires, qui sont des endroits très beaux, qui font partie du patrimoine français. Et donc, ils leur vendent ce patrimoine en disant, si vous voulez travailler au ministère de la Culture, eh ben, c'est pas mal de se familiariser avec ces bâtiments. Et il va les emmener dans une déambulation comme ça, qui pour certaines dure 3 heures, très loin, donc dans Paris, et jusqu'au moment où certaines ne peuvent plus se retenir. Et elles leur demandent toutes, elles leur disent, écoutez, il me faut une pause technique. Il faut que je passe aux toilettes quelque part, dans un musée, un café. Et en fait, petit à petit, il va les éloigner des lieux publics pour les emmener le plus souvent sur les quais, où il n'y a pas de café, pas de toilettes publiques. Et c'est là que la plupart en viennent à uriner devant lui parce qu'elles n'arrivent plus à se retenir. Alors, il les cache avec son manteau, la façon de faire, et il les regarde. Hein, oui, c'est ça. La plupart du temps, il leur propose. Il leur dit, bah, écoutez, mettez-vous là, je vais vous cacher avec mon manteau. Et certaines racontent qu'en effet, il se tient face à elles quand ils urinent. Et on en a la preuve, puisque dans son document Excel, il a noté pour certaines la couleur de leurs sous-vêtements, par exemple. Ou le regard qu'elles avaient, l'air qu'elles avaient sur le visage en urinant. Et ensuite, il leur dit, bon, bah, écoutez, maintenant que c'est fini, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on oublie tout, c'est pas un drame. Il va jusqu'à noter la force du jet. Non, mais ouais. Ça donne une idée du degré de perversion. Exactement. En fait, très souvent, il note l'heure de prise du médicament, ce qu'il appelle l'heure de libération, donc le moment où elles urinent. Et ensuite, pour certaines, en effet, il note jet très fort, très puissant, ce genre de choses. Et il y en a même une, il me semble, qui lui demande de s'éloigner, il ne s'éloigne pas. C'est ce qui la frappe, elle se dit, il y a quelque chose de bizarre. Absolument, oui. Oui, il y en a une qui lui dit, s'il vous plaît, laissez-moi un peu d'intimité, parce que c'est déjà très gênant. Et lui ne bouge pas, en fait. Et il reste avec son manteau pour la couvrir des yeux des passants. Ou... Ce qui est fort et rageant, sans doute pour les victimes, dans le témoignage d'Alizée, c'est qu'elle dit, en fait, on m'avait prévenu, on m'a dit, c'est le photographe, c'est normal, c'est un pervers, on le sait tous, fais juste attention. Et d'ailleurs, s'il est pris le début de sa chute, c'est parce qu'il prend une photo, c'est bien ça, hein. Ce n'est pas un témoignage lié à cette histoire de diurétique qui le fait chuter. Il prend en photo les jambes d'une femme et quelqu'un le voit. Voilà, à ce moment-là, on n'est plus au ministère de la Culture, on est à la direction des affaires régionales dans le Grand Est. Et il y a une réunion avec un préfet, le préfet de Moselle, une sous-préfète. Et comme il a fait pendant des années, sous la table, il prend une photo des jambes de la sous-préfète, sauf que cette fois-ci, il se fait repérer et quelqu'un donne l'alerte. Et là, la machine se met en marche et il est d'abord suspendu. Il y a une enquête interne, on saisit son ordinateur et son téléphone portable. Et c'est là qu'on trouve le fichier Excel, des photos de ces victimes. Sous quel nom déjà le fichier ? Expérience. Voilà, il a cette volonté de noter de façon clinique toutes ces expériences, ce qu'il appelle ses expériences. Et c'est à ce moment-là que là, il est d'abord suspendu, puis révoqué de la fonction publique, et qu'il y a une enquête de police qui est ouverte. Mais ce qui est intéressant, et c'est ce que vous rappeliez, c'est que pendant nous, la particularité, même si tout est atypique dans cette enquête, c'est que les victimes qui l'ont côtoyé étaient déjà prévenues qu'il fallait s'en méfier. C'est-à-dire, c'était l'idée, c'était ce photographe, etc. Et en fait, ce qui est étonnant, et c'est comment, et nous, c'est ce qui nous a animés et motivés pour écrire cet article, c'est comment il a pu faire autant de victimes en autant de temps, alors que des alertes avaient été données, et qu'en plus, on disait aux victimes de s'en méfier. Pendant près de 10 ans. Ça veut dire quoi ? Vous dites que la hiérarchie savait la laisser faire ? Est-ce que vous arrivez à avoir une réponse à cette question, d'ailleurs ? C'est mon avis, mais je suis persuadée que la hiérarchie savait, évidemment. Enfin, il n'y a pas de doute là-dessus. On ne laisse pas faire quelqu'un comme ça. Ça remontait de tous les côtés, de la médecine du travail. Le problème, c'est que quand on a un souci en entreprise, on va voir son RH. Sauf que les RH, c'était lui qui détenait cette fonction-là et qui avait le pouvoir de contrôler ce qui s'y passait. Donc, mais je ne peux pas croire que sa hiérarchie n'était pas au courant. Vous avez enquêté sur cette gestion de crise faite vraiment au ministère de la Culture ? Alors sur la gestion de crise, il y a eu des ratés, c'est sûr. Parce qu'en fait, après la publication du Canard enchaîné, et seulement après cette publication, qui vient presque 9 mois après les premiers faits rapportés à la région Grand Est, le ministère envoie un mail à tous ses collaborateurs en disant « Bon, il se passe ça, il y a eu cet article de presse. Il ne cite pas le nom de la personne incriminée, ni les faits pour lesquels il est incriminé. Mais il dit seulement, voilà, si vous avez été victime ou témoin, ou si vous avez envie d'en parler, une cellule d'écoute est ouverte. Venez nous voir et on en discute. »
Le problème étant que la plupart des victimes, de ces 200 ou plus victimes, ne travaillent pas au ministère de la Culture. Donc elles n'ont jamais été informées. Donc elles n'ont évidemment pas reçu le mail, elles n'ont jamais été informées que cette cellule était ouverte, et certaines ne sont potentiellement même pas au courant qu'elles ont été victimes. C'est-à-dire que si elles n'ont pas lu l'article du Canard enchaîné, ou si elles n'ont pas lu Libération, ou ce qui se passe depuis ce matin, elles sont peut-être même pas au courant. Peut-être qu'elles le découvrent en ce moment, qu'elles ont été victimes, en se disant « Ah mais c'est bizarre, parce que moi cet entretien, ça me dit quelque chose ». Et là-dessus, le ministère, en effet, ne s'explique pas, il a refusé de répondre à nos questions, et donc on ne sait aujourd'hui toujours pas ce qui est mis en place pour recueillir la parole de ces femmes. J'ajouterais qu'il y a quand même une interrogation autour de la légèreté autour de cette histoire, c'est-à-dire qu'on a quand même une affaire hors norme avec des dizaines, voire des centaines de victimes pendant autant de temps. Et quand, par exemple, le ministre de la Culture est interrogé pour savoir comment cet homme a pu faire autant de victimes, il répond « je ne sais pas ». Et on n'a pas l'annonce d'enquête interne, on devrait normalement devoir enquêter par rapport à la hiérarchie de l'époque. Comment se fait-il, ça n'alertait personne, qu'il aille faire ses entretiens à l'extérieur du ministère autant de temps, par exemple? Il y avait plein d'indices. La médecine du travail, est-ce qu'elle va être interrogée, celle de l'époque qui a été avertie en 2012, de possibles faits de violence ou de harcèlement sexuel? Et en réalité, on a quand même, on a dû faire face lors de notre enquête à des portes qui se fermaient et un silence à mon sens, insoutenable pour les victimes. Et un silence gêné. Donc, vous avez essayé de vous tourner. Vous allez nous dire, est-ce que vous avez pu porter plainte? Et vous avez aussi essayé d'alerter la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa. Est-ce qu'elle vous a répondu? Oui, alors je réponds à votre première question. Oui, j'ai porté plainte, en effet. J'ai eu la chance, moi, d'être reçue dans un commissariat et d'être écoutée, ce qui n'est pas le cas de toutes les victimes, je tiens à le dire quand même. Donc, il y a un vrai problème là-dessus. Et deuxième question, oui, je me suis tournée vers Marlène Schiappa, en effet, qui a pris contact avec moi immédiatement. Donc je me suis entretenue avec une personne de son cabinet qui m'a écoutée, qui m'a demandé comment elle pouvait m'aider. Donc on a eu beaucoup d'entretiens téléphoniques. Moi, l'idée que j'ai eue, c'est qu'on puisse faire bénéficier de cette cellule dont parle du coup vos chers collègues, aux victimes qui sont à l'extérieur, donc qui ne sont pas au courant de cette cellule psychologique, qui ne savent pas qu'elles sont victimes. Et donc, pourquoi ne pas l'ouvrir? Donc, ça a été une idée. Et en effet, le cabinet de Marlène Schiappa a contacté le ministère de la Culture dans ce sens-là, en leur faisant cette proposition-là. Et l'histoire s'arrête là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. On rappelle que cette grande enquête que vous avez réalisée, Paul Aveline et David Perrotin, dans laquelle on retrouve le témoignage d'Alizée, est à lire dans le Libération du jour. Et on peut aussi d'ailleurs la lire sur Internet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Allô. Bonjour mes amis, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je vais vérifier après. C'est pour faire un test avec StreamYard. Essayer de faire des débats. J'ai créé une chaîne spéciale pour des futurs débats. N'hésitez pas, si vous voulez venir tester avec moi une petite discussion. J'ai donné déjà un lien, je vais vous le redonner. Yori, il faut que tu actives ton micro si c'est bon. Ouais, c'est bon, j'ai branché mes écouteurs, j'ai mon micro. Bon, bah c'est parfait, je t'entends fort et clair de mon côté. Eh bien, bonsoir, bienvenue, merci de m'aider à faire ce test. Allô, allô. Ah bah voilà, voilà ça marche, ça y est. Salam Tu vas bien? Oui, Salam, ça va frérot? Bah, merci de m'aider à tester ce nouveau système. Ouais, normal, normal. On connaît, tu sais, quand on a commencé, nous aussi, on aimait bien quand il y a du monde qui monte pour voir comment ça se passe. Bonsoir Yort et bonsoir le chat. Alors, et puis ça fait plaisir, Mehdi, de parler de vive voix, de s'entendre. Tu sais, ça va 5 minutes les commentaires, tu vois, c'est toujours mieux de Je suis parler d'accord à vive avec voix. toi. Je suis d'accord avec toi. Par écrit, c'est pas évident, ça défile très très vite et puis on n'arrive pas toujours à transmettre ce qu'on veut dire. Et en ce qui concerne les lives comme ça, plusieurs, j'en ai fait depuis longtemps, hein, même avant les Gilets jaunes. J'ai essayé toutes sortes de systèmes et avec plus ou moins de réussite. Et c'est vrai qu'à chaque fois, le plus dur, c'est de démarrer, donc de trouver des personnes volontaires pour démarrer.
Mais ensuite, normalement, ça donne envie aux autres de venir échanger, réagir par rapport à ce qui se dit. Mais je me rappelle au tout début, je faisais des lives de ce type-là en faisant des branchements avec des câbles jack. J'ai cramé une carte son comme ça. Et puis merde. progressivement, on a pu le faire grâce à Messenger et Hangouts. Ouais. Et puis voilà, à chaque fois il y a un logiciel, on l'essaye. Et donc là, avec StreamYard, ce qui est sympa, c'est qu'on peut couper les micros parce que ça a toujours été pénible. Il y a des personnes, même sans faire exprès, hein, qui viennent discuter tout en mangeant, tout en faisant Plein de bruit. leur vaisselle. Et du coup, quand il y avait une discussion sérieuse, bah, ça met tout à l'eau. Et lorsque tu passes par Ça un autre parasite. système, bah, tu es obligé d'arrêter tout le live. Tu ne peux pas couper des micros. Voilà. Donc là, ce système de Yard, c'est vraiment très sympa de pouvoir couper des micros. C'est excellent. Allez, je te laisse la parole. Alors, frère Mehdi, bah, merci de nous accueillir aussi, hein, en même temps, parce que bon, c'est pas tout le monde qui donne la parole, des fois, c'est pas toujours évident. Et faut que tu saches quand même, mon frère, fais attention, parce que ne passe jamais des trucs de l'INA, parce que nous, on s'est fait avoir, on a passé des docs de l'INA, et là, on est striké par StreamYard, et c'est YouTube qui empêche à StreamYard de pouvoir faire nos lives. Donc là, j'en suis à 2 semaines déjà, 2 semaines. Et j'ai toujours pas de notification de la part de YouTube comme quoi j'ai été striké. Donc c'est un peu bizarre. Sinon, c'est vrai que peu de gens prennent la parole. C'est vraiment dommage. Moi, je pensais que avec cet outil, on allait pouvoir enfin discuter avec même nos ennemis. Malheureusement, on a eu affaire à beaucoup de trolls, beaucoup de haineux, beaucoup de politiciens aussi qui se déguisent en gens lambda. Donc il y a beaucoup de pièges à éviter. On a donné la parole des fois à des gens qu'il ne fallait pas donner la parole, malheureusement. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de personnes volontaires, même en gardant son anonymat, à vouloir parler, discuter. On est encore très peu, je trouve. Je pense qu'on doit être une centaine en France à prendre la parole. Et, euh, et c'est vraiment dommage. Parce que bon, on a l'impression que tout ce qu'on dit depuis le début, le combat qu'on mène, ben, il n'est pas écouté par les gens, quoi. On a l'impression qu'on est isolé, alors que on parle de sujets assez sérieux, on essaye de trouver des solutions. Malheureusement, les solutions ne sont pas répétées, ne sont pas reprises. Je vais te donner un court exemple. J'ai le projet de rendre tous les cimetières gratuits parce que le peuple de France ne devrait pas payer la mort, quelque chose qui est inadmissible. C'est un peuple qui a été tellement opprimé, oppressé et qui a connu la guerre mondiale. Et voilà, je crois que c'est un peuple traumatisé qui n'ose même plus revendiquer ses droits. Alors on dit les musulmans, les musulmans. En attendant, moi je trouve qu'il y a quand même sur les 100 personnes, admettons, il y a quand même 80% où ce sont quand même des musulmans qui prennent une fois de plus la parole. Et c'est dommage que les catholiques, les chrétiens, on ne les entend jamais. Donc j'avais un projet, c'est de rendre les cimetières gratuits. Et le deuxième, c'est de demander aux Gilets jaunes, tous les samedis à 9 heures, de faire une minute de silence pour toutes les victimes. Et j'ai du mal à me faire entendre, et j'ai même du mal à relayer le projet. Et je trouve inadmissible qu'à 1 an de Gilets jaunes, il n'y ait toujours pas une minute de silence national chaque samedi pour toutes ces victimes. Voilà mon frère, en gros, ce que je voulais te dire. Merci. Merci beaucoup pour ton intervention. Bah, écoute, euh, j'étais en train de gérer en même temps, mais je t'ai écouté, hein. Je t'ai écouté. Là, je vois, il y a Marie-Ange qui arrive. Euh, alors, en ce qui concerne les personnes qui n'osent pas monter sur les lives, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a, en revanche, qu'il n'y a pas de frontières sur les religions. Je pense qu'il y a de toutes sortes. Et alors, j'ai oublié au début ton intervention, je voulais réagir là-dessus. J'ai oublié ce que tu m'avais dit au début. Bonsoir Marie-Ange, sois la bienvenue.
Bah, j'ai été un petit peu déçu de la quantité des gens qui prennent la parole, en vrai. Voilà, c'était ça. On va enlever l'histoire des musulmans ou des croyants. C'est vrai que ça n'a pas trop d'importance, mais je suis assez déçu de ça, oui. Je m'attendais à une réaction beaucoup plus C'est- quantitative, quoi, on va dire. Voilà. Je pense que ça dépend du contexte, de la soirée, du moment. Je pense aussi que ça dépend de la chaîne, du nombre de personnes présentes. Bon, là, on n'est pas beaucoup. Euh, je pense aussi qu'une conversation intéressante avec des sujets intéressants, des arguments, donne envie à beaucoup de monter, réagir parce que, comme tu l'as dit au début, c'est exaspérant de réagir au verbal par de l'écrit, c'est pas évident. Voilà, il faut donner envie, mais après, c'est le démarrage et il faut quelques personnes volontaires, courageuses qui montent. Je pense aussi un dernier aspect, faut pas se le cacher. Je pense que les personnes, enfin, ça marche un peu, j'ai l'impression, comme ce fameux système de notation où cette fréquentation par caste, par classe, je m'explique, c'est-à-dire que les riches veulent bien discuter, mais entre riches. Ceux qui ont une bonne note veulent bien discuter, mais entre personnes bien notées. Et là, vous transposez ça aujourd'hui au monde des influenceurs, entre guillemets, et ça fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que si vous allez sur une chaîne avec peut-être 2000 personnes présentes, bah, tout le monde voudra se faire de la pub et monter discuter. Sur une chaîne un peu plus confidentielle, beaucoup n'y voient pas l'intérêt. Alors que, bon, ça reste du bénévolat, on n'est pas rémunéré, il ne faut pas toujours chercher un gain derrière chaque intervention. D'ailleurs, j'en profite pour dire, pour vous encourager à regarder cette série. Vous savez que je vous recommande beaucoup de séries, pas tous, hein, pas toutes, mais certaines sur Netflix qui sont de vraies perles. Et là, en ce moment, je suis en train de regarder Black Mirror. Black Mirror, c'est vraiment absolument fantastique. C'est des projections futuristes, mais extrêmement réalistes. Et donc, il y avait un épisode comme ça où tu voyais dans un monde futur, chaque personne note toutes les personnes qu'elle croise. Et donc, tout le monde joue les faux culs pour ne pas voir sa note baisser, quoi. Après, tout dépend pour vivre, pour prendre le taxi, pour acheter à manger, pour louer une maison, tout dépend de ta note. Si dans la série, bah, c'était en dessous de 4, c'était une mauvaise note. Bon, voilà, je vous invite à regarder cette série, elle est absolument fantastique. Il y a des épisodes, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Il y a même un épisode, là je ne vais pas tout dévoiler, où les militaires dans le futur, ils ont un espèce de masque, des lentilles, on leur met une puce dans la tête, ils ne le savent pas tous. Et ce qui fait que ils voient l'ennemi en tant que vampire. Ils les voient comme des morts vivants, c'est-à-dire tellement effrayants, déformés, avec la voix aussi déformée, ce qui fait que c'est des humains qui tuent des humains, des innocents, des civils. Pourquoi? Parce qu'ils les voient sous une forme, on va dire, démoniaque, vraiment des zombies. Ils les voient en tant que zombies. Ils les trucident et ils ne savent pas que c'est des humains comme eux, sauf que on a modifié par une augmentation, l'augmentation de la réalité augmentée, on dit ça. On a modifié leur vision. Voilà, leur vision. C'est absolument extraordinaire cette série. Black Mirror, je vous la recommande. Alors, Yori, est-ce que je t'avais coupé le micro? Voilà. Yori ou Yor? Yori. Tu vas C'est bien? Yori. Ouais, c'est Yori. Ouais, moi je suis beaucoup Black Mirror aussi, hein. Je trouve que c'est extraordinaire cette projection sur le futur.
qu'ils ont mis en place. Il y avait, bon, je vais pas spoiler aussi la série, mais il y avait notamment, pour se rapprocher des réseaux sociaux, il y avait un épisode où en fait ils pollinisaient la Terre avec des drones robots et un énergumène a réussi à détourner le programme et il a retourné les drones contre des gens qui likaient ou pas certaines publications, mais c'est à voir, c'est extraordinaire. C'est vraiment une projection sur le futur, ouais, c'est ça. Celui avec les abeilles? Ouais, celui avec les abeilles, moi, c'est celui qui m'a marqué. Eh ben, tu sais, je l'ai regardé aujourd'hui. Ah, ben, celui-là est extraordinaire. Ah oui, t'as raison. Et la fin en plus. La fin là où est... ils sont forts, Ouais, là où ils sont forts, c'est qu'ils laissent la porte ouverte à la fin. Et moi, j'adore ce type de... Quand tu regardes des séries ou des films comme ça, où tu en sors et tu passes beaucoup de temps à y réfléchir. Parce que... Et tu trouves des analogies avec la société d'aujourd'hui et on voit clairement que ça peut arriver, que ça va arriver. Hein. Absolument. Voilà. Surtout que là, on voit que les abeilles disparaissent, etc. Ben, on est obligé de transposer et de se dire, est-ce qu'ils sont pas en train de nous balancer des chemtrails pour en fait remplacer... Oui, on peut. Ouais. On peut tout supposer maintenant. Je sais plus qui c'est qui disait que on leur mentira dans la réalité et on leur montrera la vérité au cinéma. Et ben moi je garde cette phrase en tête et bon au cinéma il y a la science-fiction c'est plus de la fiction quoi. Hein. Surtout alors là oui la science-fiction rejoint la réalité. Moi je penserais toujours à plusieurs séries comme Code Quantum où tu voyais je crois qu'il s'appelait Hal, celui qui venait aider Samuel, qui sautait à chaque fois dans le temps. Il changeait d'époque à chaque fois pour régler des problèmes, sauver des gens qui doivent mourir, etc. Et ce Hal qui vient du futur, il avait un petit appareil. L'appareil, si vous vous rappelez, il s'appelait Ziggy. Il le secouait, il le cognait dans tous les sens et cet appareil donnait absolument n'importe quelle réponse. Aujourd'hui, on l'a, et puis ça fait un moment, c'est nos téléphones. Vous demandez n'importe quoi à Google et Google vous donne la réponse et même de manière verbale. C'est ça. On est plus dans la science-fiction et c'est là où ça devient dangereux parce que au final, la science-fiction, les projections du cinéma, c'est une société tout robotisée, tout informatisé et du coup c'est pas très beau ce qui nous attend quoi. C'est pas très beau. Là c'est bien que tu connaisses cette série parce que là moi je pourrais en parler avec toi toute la soirée. Ah oui mais moi pareil je les ai tous vus hein, Mirror, tu as même celui-là je l'ai pas fini mais tu as un épisode qui est interminable où c'est toi qui choisis en fait le déroulement de la série. Tu vois, et en gros, tu dis qu'est-ce qu'il va faire là le personnage, tu cliques, et donc ça dure 3 heures comme ça. L'épisode il finit jamais quoi. Il finit jamais. On va continuer après si tu veux, juste pour dire que Sarrazin, donc tu m'as écrit que tu t'excuses, tu as des problèmes de connexion. T'inquiète pas frérot, merci beaucoup. Hein. C'est toi qui depuis le début a démarré donc ce live avec moi. Avant le documentaire, déjà, tu t'es proposé. Merci beaucoup, frérot, si tu m'entends. Alpha, comment tu vas? Bonsoir. Et Marie-Ange, donc, qui est parmi nous. Bonsoir, Marie, si tu m'entends. Bonsoir, Mehdi. Oui, je t'entends. Un peu loin, mais je t'entends. Pas de souci. Je vous écoutais discuter. C'était intéressant, mais bon, moi, j'ai pas Netflix, donc je peux pas regarder ça. Mais c'est pas grave. J'en profite des séries pour comme ça que tu... Pardon? Il y a des séries autrement que sur Netflix comme ça qui te font où tu as vu des révélations. Des séries non, des films oui qui font référence à des choses qu'on a on en a déjà entendu parler. L'autre jour j'avais partagé un truc, c'était un dimanche soir.
Il y avait un film avec King Kong, un nouveau, hein, et ils avaient parlé de... Attends que je réfléchisse. Euh, pas MK Ultra, l'autre avec le papillon mince. Aide-moi. Avec le papillon King Kong, tu dis? Oui, oui, mais c'est un rapport avec... Ah oui, ils ont MK Ultra, c'est ça? Ouais, ils en ont parlé, en fait, ils ont fait une allusion au truc dans le film. En fait, bon, ça avait pas, si tu veux, la mission n'avait pas de rapport avec ça, mais le nom était le même. Donc, Ah oui. il y a plein de choses comme ça que je découvre en ce moment dans des films, que je vois qui font des allusions à des choses comme ça, même si dans le film, dans l'histoire du film, ça n'a pas de rapport direct, le contenu avec le nom, mais j'entends des choses comme ça, quoi. Dans plein Oui, de, oui, oui. plein de trucs. C'est Mais, sûr que depuis qu'on a découvert tout ce qui est lié à Monarque, au voilà, papillon, c'est ça, etc., c'était le projet Monarque. Merci. on regarde plus les choses pareillement, hein. Ah bah non, non. On en trouve plein de trucs, hein. C'est pareil, dans ce film-là, ils ont fait une allusion au fait que la Terre elle serait creuse, tu vois, des choses comme ça, quoi. Donc voilà, quoi, il y a Oui, plein de oui. trucs, ce que j'ai vu l'autre fois encore. Mais c'est dans beaucoup de films, hein, que je note ça. Ou que je note des pyramides, des logos, des trucs Oui, dans qui toutes me les ramènent, émissions de quoi. télé aussi. Oui, moi, sur les émissions de télé, je les regarde pas Ah, c'est particulièrement, donc là, impressionnant. c'est différent. Impressionnant. Ah, les émissions télé, ça n'arrête pas. Moi, encore tout à l'heure, ils montraient. Ah bah c'était c'était dans l'épisode avec les abeilles où lorsque il y avait des comptes Twitter menaçants qui disaient faut tuer cette personne, ils montraient des gens qui faisaient les cornes de Satan avec leurs mains. Oui, Donc ah oui, ils oui, savent ils savent très bien de quoi ils parlent, hein. tout à fait. C'est De toute façon, il n'y a rien qui est fait au hasard, hein, faut pas se leurrer, hein. oui, oui, c'est sûr. Et le plus beau, c'était le décor de l'Eurovision, hein. Moi, j'ai regardé 2 minutes pour goûter à cette merde. Et c'était un triangle, et des triangles dans des triangles. Enfin, c'était impressionnant, impressionnant. Non, rien n'est fait au hasard, hein, comme tu dis. Ça me rappelle Non, le décor des Enfoirés l'année dernière, c'est pareil, je sais pas si quelqu'un s'en souvient. non, ça, je m'en rappelle pas. Bah, t'avais les deux piliers, t'avais, je crois qu'il devait y avoir Baphomet, il y avait je sais plus quoi, mais en fait, ça c'est vraiment pensé franc-maçonnerie, quoi. Ouais, ouais. Absolument. Faudrait que je retrouve l'image, Bah, c'est là, à la retrouver. déjà, quand tu vois le chanteur, je me rappelle plus de son nom, qui était barbu, transsexuel, Oui, déjà, c'est le Baphomet. Oui, oui, déjà, oui. Tu regardes voilà. Quand tu regardes le L'Eurovision. Baphomet, c'est un transsexuel mélangé homme-femme. Là, lui ressemblait vachement, moi, je trouve. Oui, oui, complètement. Bonsoir, Lita adorable. Eh bien, pour continuer sur les séries, il y en a un tas sur Netflix. Franchement, j'en trouve. Alors, tout ce qui est production française, c'est à mettre à la poubelle, hein, c'est même pas la peine de perdre son temps. Mais les films et les séries de qualité, je ne les trouve uniquement que sur Netflix. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir en revenant à l'épisode avec les abeilles de voir l'acteur asiatique que j'ai trouvé absolument formidable dans Marco Polo. Il jouait le rôle de Kubai Lee, fils de Gengis Khan. Il était merveilleux dans ce rôle et malheureusement cette série s'est arrêtée au bout de 2 saisons, soi-disant pour manque de moyens. Je pense pas que ce soit la réalité parce que franchement c'était des images de synthèse, c'est pas ce qui coûtait le plus et cette série a eu un énorme succès. Et bizarrement, hein, on parle tout le temps de hasard,
la saison, donc la série s'arrête au moment où ça parle de l'empire mongol qui avait envahi, qui avait envahi presque tout le globe. Hein. Et au moment où tu as les Templiers qui arrivent et donc qui freinent les Mongols, ils n'ont plus de moyens pour continuer la série. Ça, c'est... Oui, comme par hasard, quoi. Ouais, c'est ça. Hein, mais des hasards, voilà, quoi. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que le hasard n'existait pas, mais c'est clair. Et sinon, il y a un autre épisode qui m'a énormément marqué. Bah, je l'ai dit tout à l'heure, c'est celui des soldats dont ils modifient la vue pour qu'ils puissent voir les civils en tant que méchants zombies complètement effrayants. Celui-là, il est incroyable. Et tu as l'épisode aussi des deux femmes qui reviennent vivre dans les années 70, les années 60. Ça aussi, c'est génial comme épisode. Puis après, à la fin, bon, bah, on découvre toute l'histoire, mais c'est très réaliste. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui vont choisir de mourir, comme nous mourrons tous, ou de vivre pour l'éternité dans un système virtuel, sur un réseau virtuel entre personnes qui auront fait ce choix. C'était absolument génial. Ça. Il y a des bonnes séries comme ça, hein. Malgré le thème qu'ils peuvent aborder, des fois ça peut être intéressant, quoi. Quelque part, ça peut nous montrer une partie de l'avenir. Puis eux, franchement, ils le font super bien. Parce que t'as des mauvais scénarios, des mauvais acteurs, des mauvais producteurs, mais là, tout est parfait. Ouais, non, Black Mirror, on n'a pas le temps de s'embêter. Au contraire, on finit avec... c'est une réflexion vraiment sur l'avenir, quoi. On sort avec des questions on trouve des analogies dans le quotidien à chaque scène. C'est vraiment bien bouclé, bien ficelé. Et même si ça paraît tiré par les cheveux, si on peut se dire que ça peut arriver, quoi. La robotique est là, hein, de toute façon, hein, la dématérialisation de l'argent, tout ça, ça y est, c'est d'actualité, quoi. Donc, on est en dedans, quoi. On est dedans. Et si on fait pas de loi éthique par rapport à ça, ça peut aller très loin. Ça peut aller très très loin. Absolument, c'est extrêmement réaliste. Hein. Voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que les scénaristes, ils prennent pas beaucoup de risques. Hein. Tout ce qu'ils projettent, franchement, oui, voilà, peut arriver sans aucun problème. C'est extrapolé parce qu'il faut que ce soit du spectacle un petit peu, mais c'est pas de la folie, quoi. C'est pas tiré par les cheveux, hein. Ça se tient. Hein. Il y a Black Mirror. Dans 20 ans, hein, moi, à mes amis, je leur dis, regardez Black Mirror, vous avez la société dans 20 ans. Quoi. Et ça me concerne. Hein. Moi, dans 20 ans, j'aurai 50 balais. Voilà. Hein. Je sais que ça me pend au nez. Ça me pend au nez. Quand on voit les avancées en termes de robotique qui se font, en termes de tout, même de... Toi, tu parles beaucoup de ça, Mehdi, mais de la PMA. Moi, je travaille en santé. Je vois que mais dans 5 ans, en France, on n'aura plus besoin d'hommes pour faire d'enfants. Voilà. Absolument, absolument. Absolument. Et quand la technologie des ventres artificiels sera étendue avec les infrastructures qui vont bien, ah bah, là, les femmes vont découvrir que c'était pas spécifiquement les hommes qui étaient visés, mais c'était, on va dire, la population la plus facile pour l'instant à éliminer et que leur tour viendra par la suite. Bien sûr. Là, moi, ça me fait penser, par exemple, la PMA. On voit on entend beaucoup ça dans les infos, que
il y a des hôpitaux tout fiers comme ça, et puis les responsables, les experts en santé, etc., qui viennent dire ah bah on est content de pratiquer C'est le la progrès. PMA et du coup C'est le voilà. progrès. Et du coup, C'est le progrès. Oui. non mais regarde comment ils nous préparent, c'est de dire et du coup bah, on va créer un service dédié et puis on va allouer une chambre dédiée parce qu'on a de la demande, etc. Alors toi tu te dis ah oui ok c'est bien hein, de séparer les naissances naturelles avec la pratique de la PMA, mais moi ce que je vois derrière c'est la construction et la, la mise en place de structures dédiées Oui, à tout ce tout est qui en est place. Mais tout est en voilà. place. On a déjà les banques. Ils ont déjà des banques de sperme. Ils ont déjà des. Il n'y a plus que les lois. Hein, c'est bon. Hein. C'est juste amadouer un petit peu plus l'opinion publique. Et ils y vont très fort. Ils y vont tous les jours. Tous les jours, il n'y a pas une sortie qui est pour la PMA. Voilà, les anti-PMA, on les entend pas. Et voilà. Et du coup, on prépare l'opinion publique, on prépare. Et là, je vous dis, dans 5 ans, tout est prêt là. Tout est prêt. Ils sont en train de stocker des ovules déjà. Ouais, ça c'est clair. Et Ils font, jusqu'au ils font jour des où ils banques. vont mettre... Pardon? Pardon. Non, je finissais ma phrase. Ils font, Pardon. vous connaissez la banque du sperme, eh ben, ils font des banques d'ovules maintenant. Et voilà, les femmes elles cryogénisent leurs ovules, là, elles les congèlent, et voilà, c'est bon, c'est prêt. Et ils en prélèvent je sais pas combien, et au cas où, hein, évidemment, c'est toujours pareil, mais je sais pas moi, sur 100 ovules prélevés, euh, la femme, elle va pas faire 100 enfants. Donc, elle va en faire 2 ou 3, et 98 autres, ils vont en faire quoi? Voilà, donc on en est là. Ouais, c'est grave. Et puis jusqu'au jour où ils vont rendre la PMA obligatoire, parce que bon, on finira par en arriver là, hein, puisqu'ils veulent se débarrasser la maternité naturelle, voilà, parce que je trouvais plus mes mots. Un jour, ils feront ça, ils diront bah, c'est obligatoire, et puis vous avez plus le choix, quoi. Mais parce que voilà, quoi, ils veulent pouvoir à terme choisir la population qu'ils auront eux-mêmes sélectionnée au final. Il y a C'est il y a juste un ça. épisode de Black Mirror comme ça. Il y a un épisode de Black Mirror comme ça où on se retrouve avec deux sociétés, en fait. Une société qui vit dans les égouts et une autre qui est complètement gérée par le système. Et c'est impressionnant. Ils roulent tous en voiture électrique, ils sont tous. Voilà. Et il faut des passeports pour passer de cette zone de flicage total, mais qui est légale, à cette zone illégale. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui aussi, quoi. C'est un truc de fou. Comme vous dites, ils veulent sélectionner la population. Voilà. Et ils Tiens, le font j'en déjà. profite pour saluer les derniers arrivants. Bonsoir Riva Uwei, Salem. Bonsoir Tony Nero, merci pour ton soutien frérot. Bonsoir la désaliénation en marche. Bah, j'espère qu'elle va vraiment bien marcher la désaliénation. Bonsoir Jenska. N'hésitez pas si vous voulez monter, dire un mot, j'ai mis le lien. Je pense que vous l'avez reçu. Sinon, vous m'écrivez si vous ne le voyez pas. Et sinon, pour continuer donc sur ce que tu disais, Yori, moi, je reviens toujours à l'épisode avec les militaires. Ça m'a profondément marqué. En plus, ils ont joué avec beaucoup de clichés, c'est-à-dire que le militaire, lui, il est black et il a comment dire, il n'a aucune envie de coucher avec la blonde très séduisante. C'est l'inverse, c'est elle qui le regarde, qui le drague, qui lui fait du rentre dedans, et lui il semble complètement désintéressé, et elle parle comme si c'était un camionneur. Alors moi, j'ai toujours rêvé de ça depuis petite, de dégommer ce qu'ils appellent, si vous voulez, les humains qui sont considérés comme des ennemis, ils les appellent les cafards.
Alors, le langage est tellement cru et tellement, c'est fait exprès, hein, pour choquer. Et tu les vois dire, ah, on va les tuer, ces saloperies de cafards, on va les tuer. Et après, progressivement, tu découvres que les cafards, finalement, c'est pas des cafards, c'est des êtres humains. Et il est mémorable. Cet épisode, il est mémorable parce que, en plus, après, quand ils arrivent, c'est un prêtre catholique qui a planqué donc ces êtres humains appelés les cafards et qui a tout essayé pour les sauver. Et ça, on peut faire beaucoup de parallèles. C'est vraiment génial. Et après, quand tu as le moment où le militaire Black, il y a un dysfonctionnement dans sa puce, et du coup, il ne les voit plus déformés, donc zombifiés, il les voit vraiment, et là, il se dit, mais merde, ils sont comme nous. Et, donc, il pète un câble. Et attends, Et Mehdi, je te coupe, pardon. Quand tu parles des puces, ces puces implantées, ils ont des puces implantées dans le cerveau, en fait, les militaires, là, dans l'épisode. oui, 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 ils ont une puce implantée dans le cerveau, c'est ça. Et ce qui lui fait D'accord. voir. Et en fait, alors moi, je voulais pas rentrer dans les détails, mais si tu veux, quand il y a une personne humaine, on va dire entre guillemets de la résistance, que le système leur fait la peau en modifiant leur image dans les yeux des soldats pour qu'ils apparaissent comme des horribles zombies, il y a donc quelqu'un de cette résistance qui est arrivé à mettre au point une espèce d'appareil qu'il a essayé, qu'il a mis dans les yeux du Black. Et c'est ça qui a fait en fait disjoncter la puce. Et personne ne s'y attendait. Ça a fonctionné en fait. Parce que du coup, tu parles des puces, là, mais voilà, on y est, hein. Il y a un truc qui s'appelle le RFID. C'est bon. Absolument, oui. Voilà, ça y est, c'est d'actualité, hein. Et alors, c'est le progrès, hein. Voilà, le progrès, c'est ça. Mais non. Et Parce que je suis persuadé, quand tu regardes, parce que moi, je connais beaucoup de gens qui travaillent dans la robotique, et ils te disent, quand tu regardes la structure d'une puce RFID, aujourd'hui, ça va, mais demain, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent avec cette espèce d'antenne. C'est des ondes électromagnétiques, hein, donc tu peux commander ou orienter un cerveau avec des ondes électromagnétiques. Hein. D'ailleurs, ils s'en servent de ces ondes électromagnétiques. Ils font des nouvelles armes pour disperser les foules. Plus de canons à eau, hein, il y aura des ondes électromagnétiques bientôt. Les US, ils font ça, les Russes l'ont fait aussi. Donc voilà, vous avez le projet HARP qui est basé que sur des ondes électromagnétiques. Voilà, c'est l'enfer ces ondes-là, c'est l'enfer. La 5G, c'est des ondes électromagnétiques. Voilà, c'est notre enfer. absolument. Alors là, tu me lances sur le. Mais là, t'as vu le lien, ouais, t'as vu le lien que j'ai fait. Ah, Plus ondes électromagnétiques. Terminé. Et à partir du moment où tu implantes, je t'ai dit, je travaille dans la santé, donc à partir du moment où tu implantes une puce chez un homme, tu peux lui faire des ondes électromagnétiques. Et on sait ce que font les ondes électromagnétiques sur le cerveau. Voilà, c'est pas un raccourci, c'est le chemin qui est là. Il est tracé. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais tout simplement, si tu me lances sur ce sujet-là, on n'a pas fini. Hein. Parce que là, j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus. Ouais, il y a une seule chose à dire, c'est qu'il faut se battre, il faut essayer de... Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau local? Parce que moi, je sais que moi, j'habite à Toulouse, tu vois. Et je sais qu'à Toulouse, là, il y a SFR qui teste la 5G, tu vois. Voilà. Voilà. Et alors, moi, ce que je voulais dire, c'est l'aspect technique. Oui, bon. La 5G, moi, personnellement, c'est là où je voulais aussi en venir. Moi, personnellement, je trouve que c'est exagéré, que ça ne demande pas tant de méfiance. Alors, après, pour que je m'explique, c'est pour ça il va me falloir un peu plus de développement. C'est-à-dire que
comment dire, dans les alerteurs, il y a beaucoup d'escroqueries, hein, comme dans les manipulateurs du système, c'est ça le problème. Ouais. Il y en a qui exagèrent de trop, et là, ça en fait partie. Si on rentre dans les détails de la science, parce que moi je m'intéresse beaucoup à ces sujets-là, et puis à tout ce qui est mécanique quantique, c'est extrêmement passionnant. Tu as du retour, donc je vais couper ton micro. Voilà, je vais couper ton micro pour le retour. C'est des sujets extrêmement passionnants, mes amis. Hein. Je vous invite à les découvrir, la mécanique quantique surtout. Mais pour revenir sur les ondes, sachez que les ondes émises par les téléphones portables qui inquiètent tout le monde, donc 5G, 4G, GSM, peu importe, d'autres ondes, les ondes Wi-Fi, Bluetooth, les ondes radio, sachez que ce n'est absolument rien, mais c'est vraiment... ça ne représente rien du tout. À côté, par exemple, je vous donne un exemple, de la lumière de votre lampe dans la chambre, ou pire du soleil. Lorsque vous sortez, vous prenez le soleil sans même bronzer, eh bien, vous êtes exposé à des... Alors, je ne me rappelle plus la valeur à laquelle on mesure les ondes, mais c'est des centaines de milliers d'unités par rapport à ce que peut représenter la 5G, la 4G, le Wi-Fi, qui sont quelques dizaines, quelques centaines d'unités. Donc ça, il faut en prendre conscience. Moi, je vous invite à protéger vos yeux et votre peau aussi accessoirement, mais surtout vos yeux, parce qu'on se prend énormément d'ondes par les yeux, et on en a besoin, parce que sinon on ne pourrait pas voir. En fait, c'est les photons qui rebondissent contre la matière et qui ensuite viennent dans nos yeux, qui nous permettent de voir la matière. Sinon, c'est comme si vous éteigniez une lampe, vous n'y voyez plus rien. Donc, on en a besoin pour voir de ces ondes, on en a besoin pour entendre. Hein. Il y a différentes formes d'ondes. Il y a aussi les ondes qu'on peut voir et toutes celles qu'on ne peut pas voir. Nous, on peut voir des couleurs que nous connaissons, hein, le bleu, toutes les variations de couleurs de l'arc-en-ciel, mais il y a d'autres que nous ne pouvons pas voir, comme les infrarouges ou les ultraviolets. Pareil pour le son, hein, il y a tout ce qu'on peut entendre et il y a tout ce qu'on ne peut pas entendre, comme les infrasons, les ultrasons. Et donc c'est tout un... C'est extrêmement passionnant. Et pour vous dire que le danger ne vient pas forcément de là où on pense. Il y a beaucoup d'exagération dans ce domaine-là. Mais pour revenir donc à l'épisode tout à l'heure, donc à la fin, il lui laisse le choix, parce que lui, il veut plus du tout y aller, hein, à faire la guerre, à tout ça. Et surtout, il veut plus donner son consentement pour qu'il lui mette une puce réparée. Le soldat là qui voyait donc comme les autres soldats dans le futur les êtres humains de la dissidence déformés en mode méchant zombie pour justement qu'ils les égouillent sans se poser de questions et sans les rejoindre. Et donc une fois qu'il a eu sa puce comment dire mise hors service par le système que la dissidence a mis en place, ils l'ont mis enfermé donc en cellule et lui ont dit tu as deux choix. Soit tu acceptes qu'on te change la puce et tu reviens au boulot comme avant, soit tu restes, tu vois tout normal, tu restes comme tu es là, c'est-à-dire que tu les vois sous leur vrai visage, mais en revanche, voilà ce qu'on va te projeter dans les yeux pendant toute la durée de ton incarcération, c'est-à-dire la vie. Et là, ils lui ont montré, parce qu'ils peuvent voir à travers
ses yeux, hein, on peut imaginer que c'est des lentilles de contact. Il pouvait voir tout ce que les soldats font dans les opérations pour un peu donner le commandement, un peu comme Trump lorsqu'il dit j'ai suivi minute par minute comment Baghdadi était en train de fuir. On sait que c'est un gros mensonge. Hein. Tout indique que ça s'est pas passé comme le dit Trump. Comment peut-il fuir et on voit les soldats qui foncent sur un bâtiment en plein désert et qu'ensuite ils se fassent exploser et tout le monde s'en sort, y compris le chien, sauf lui et ses 2 enfants. Enfin, ça tient pas une seconde debout. Enfin, bref, je reviens au sujet. Donc là, les soldats aujourd'hui, ils ont une petite caméra embarquée sur leur casque. Là, dans cette série futuriste, la caméra, elle est dans leurs yeux. Et donc, il lui a diffusé les images de ces dernières opérations avec ceux qui l'a tué, mais non déformés. Et là, donc, il s'est vu en train de poignarder à mort un homme qui le suppliait de l'épargner, une femme qui pleurait, et puis il s'acharnait parce que lui, il les voyait méchants, en train de pousser des cris horribles, alors que les cris, les sons qui ont été déformés, c'était simplement « je vous en supplie, laissez-moi vivre, je vous en supplie, pitié ». Lui, il les entendait comme des cris de monstres. Hein. Et donc, au début, le Black, il a dit hors de question que vous me remettiez ce masque, hors de question, je veux plus du tout faire ce travail-là, je ne veux plus du tout voir ces gens déformés. Et quand il a regardé 5 minutes les images réelles, il disait ok, je vous en supplie, arrêtez ça, il pleurait et tout. Bon, ben, il a accepté le contrat. Hein. Et puis à la fin, c'est là où la série laisse toujours la porte ouverte à notre imagination, parce que moi, je peux voir une fin qui ne sera peut-être pas la même que Yori aura imaginé, mais à la fin, on voit donc le soldat rentrer chez lui, et là, on nous montre un double regard, c'est-à-dire, on voit que c'est un quartier vraiment triste, non ensoleillé, avec des baraques un peu en ruine, pas du tout entretenues, qui semblent vides, abandonnées. Et on nous montre ce que le soldat, lui, il voit. Et donc, lui, il voit un paysage totalement ensoleillé avec sa baraque qui est bien entretenue, le gazon bien tendu, et puis sa femme qui lui fait de grands sourires avec les cheveux au vent. Et donc là, voilà, lui, il regarde ça, il pleure tellement il est ému et il est content de rentrer. Comment tu l'interprètes, Yori, cette fin? Qu'est-ce que tu as pensé de cette fin? Alors, et en fait, j'ai pas vu cet épisode, moi. C'est pour ça que j'étais curieux, c'est pour ça que je t'ai posé la question, où est-ce qu'ils avaient mis la puce dans la tête des soldats ou pas, tu vois. Et du coup, je vais le rechercher, je vais le regarder. Je vais le regarder. Ok, je Sur te Netflix. trouverai. Le titre, si t'as le titre, tu le balances dans le chat, comme ça je le mate. Moi, j'ai adoré l'épisode des abeilles. Je vais faire un tour là sur la série pour voir, parce il y a beaucoup d'épisodes comme ça qui sont tellement réels. Ah oui, les abeilles, c'était extraordinaire. Ouais, Ouais. Il y en a un ouais. aussi, enfin là, on pourrait tous les citer, mais t'en as un Attends. où tu sais, il y a une fille, elle se réveille, elle sait pas trop où est-ce qu'elle est, parce que c'est que du suspense comme ça. Vous êtes obligé de regarder l'épisode jusqu'au bout pour Ouais. comprendre de quoi il s'agit. Parce que sinon, en plein épisode, vous n'avez aucune idée d'où est-ce qu'ils veulent vous emmener, ni de quoi il s'agit. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Il faut aller jusqu'au bout. Et donc là, elle se réveille, elle se retrouve dans une baraque, elle voit pas du tout de quoi il s'agit, elle ne se rappelle plus elle-même qui elle est, comment elle s'appelle. Et elle voit des photos d'une petite fille noire comme elle.
puis elle comprend pas, elle se dit c'est ma fille, où est-ce qu'elle est ma fille Est-ce que tu as regardé alors, vas-y, je coupe là, parce que je suis en train de revoir tous les épisodes de la série. Mais sur la saison 1, tu l'as vu, le premier épisode de Black Mirror que j'ai vu, moi, c'est l'histoire avec le Premier ministre anglais, là. Ouais, alors moi, tu vois, je l'ai pas aimé celui-là. Tu l'as pas Parce aimé? que quand j'avais regardé cet épisode-là, j'avais abandonné la série et là, je m'y suis mis récemment. La suite, je l'ai trouvé bien. Mais cet épisode-là, moi, il m'a découragé. Ok. Parce que, en fait, pour faire simplement, pour les gens qui connaissent pas la série, cet épisode-là, on voit le Premier ministre anglais qui est obligé, en gros, de faire un deal, coucher avec un cochon, vraiment, un cochon. Oui, oui. Suite au kidnapping de la princesse. Au Voilà, pseudo. filmé, diffusé, et c'était la seule condition pour que des kidnappeurs libèrent une princesse. Bon, moi, personnellement, celui-là, j'ai pensé, et je pense toujours, que c'est extrêmement tiré par les cheveux. Oui, Je ne oui, pense pas que oui. ça arrivera du tout. Là, ça ne Non. demande pas de science-fiction. Mais je vous encourage à passer rapidement cet épisode et passer à la suite, parce que les autres épisodes sont extrêmement intéressants. Et donc, cette femme qui se lève, comme je vous disais, et puis qui sort dehors, personne ne veut lui répondre où est-ce qu'elle est, qui elle est. Elle a juste des gens qui sont en train de la filmer avec leur portable. Et puis, tout le monde, on dirait que tout le monde est en train de lancer un live. Ça me fait penser aux gilets jaunes sur le terrain. Mais tout le monde la braque avec son téléphone portable pour la filmer comme ça à une certaine distance de sécurité. Il n'y a personne qui lui adresse la parole. Tout le monde est obsédé par la filmer comme ça et personne ne veut lui répondre. Donc voilà, après, moi j'ai trouvé cet épisode formidable. Je ne vais pas vous le gâcher, donc je vous laisse le regarder. Ok. Donc, du coup, je vais reprendre un peu Black Mirror. Ça, j'avais lâché un peu aussi. Sur la saison 2. Tu l'as vu l'épisode des deux femmes lesbiennes qui vivent dans les années 70? Non, celui-là, je l'ai pas vu. Oh, il est fabuleux celui-là. Il est fabuleux. Il est fabuleux. Tu vois en plus à la fin, lorsqu'il te montre à la fin les data centers gigantesques du futur. Ouais, ah putain, avec vas-y. des robots, robots qui prennent la puce comme ça, et c'est les robots qui décident de l'emplacement des puces. Et en fait, ces data centers là et les puces, c'est le cimetière du futur. C'est excellent. L'épisode avec les abeilles, ça s'appelle N virtuel. Et il fait 89 minutes. Il fait 89 minutes. C'est la même saison, hein. C'est la même saison. C'est la même saison. Oui. C'est la même saison. Alors moi, il faut que je me rends compte qu'il faut que je branche mon portable. Et qu'en plus, je voulais te donner donc l'épisode concerné, mais comme ça me ferait sortir du chat, je vais essayer de regarder ça avec l'autre portable. N'hésitez pas, les amis, s'il y a une autre personne qui veut monter. Alors tiens, là je suis dessus. Il y a aussi la série, ils viennent de mettre... Attends, 2 secondes, je cherche. Vas-y. Ils viennent de mettre... Tiens, je coupe ton micro. Je coupe ton micro, parce que tu faisais du bruit sans t'en rendre compte. Alors... Oui, ça c'est pratique comme plateforme. Tu peux couper le son de l'autre d'un de tes intervenants s'il y a un souci. C'est vachement plus pratique que ce qu'on utilisait avant. Ah oui, carrément. Hein. Ça change tout. Hein.
Et je voulais essayer un truc avec toi, Marie. Tiens, tu vas me dire, là, je vais couper ton micro et tu me dis si tu arrives à le réactiver toute seule. Ouais, vas-y. Vas-y, essaye de l'activer. Ouais, ça marche. Ok, Impeccable. c'est bien. Donc, vous gardez la main, vous pouvez le réactiver. Ouais, À tout moment. Non, mais c'est intéressant, c'est pas mal. c'est une très bonne application. Ouais, moi je connaissais pas, je découvre. Hein. Sinon, moi j'ai pris Alors, ton live en cours. T'as présenté quoi à part le documentaire qui était très intéressant? eh bien, j'ai parlé, je n'ai parlé de rien. Je laisse la porte ouverte à tous les sujets. N'hésite pas, si tu veux parler de quelque chose en particulier, d'une information dont tu as eu connaissance, tu veux partager avec nous. Oui, j'ai partagé un truc l'autre jour, c'est doit être hier ou avant-hier, justement par rapport aux homosexuels, parce que vous parliez d'homosexualité tout à l'heure dans un des épisodes là. En fait, c'est même pire que ça. C'est la théorie du genre. Ils nous ont rabattu les oreilles là depuis quelques temps avec la théorie du genre, comme quoi il y en a qui sont binaires, il y en a qui se sentent différents de nous là. Et en fait, j'ai trouvé un article, je l'ai partagé sur le groupe, et où ils disent en fait celui qui est un de ceux qui est à l'initiative de cette fameuse théorie dit et avoue qu'il a tout inventé. C'est-à-dire que ce genre de choses, en théorie, ils ont aucune preuve que ça existe. Le fait que les gens ils se sentent ni hommes ni femmes et tout ça, et que comme quoi c'est un gros mensonge quoi. Donc en gros, ça prouve encore une fois que les médias nous ont rabattu les oreilles et avec une théorie pour leur donner des droits à ces gens-là, ce quoi je trouve aucune enfin rien à redire quoi. Mais sauf que le problème, c'est que c'est basé sur du vent, quoi. C'est un énorme mensonge. Je sais pas si si t'as vu l'article. Oui, effectivement, tu l'avais partagé sur le groupe Gilets jaunes la bricolaire et il est courageux déjà d'avouer il avait tout bidouillé. D'une autre part, ça nous rassure, ça nous surprend pas. On sait que tout ce qui est présenté comme des vérités scientifiques pour modifier les mœurs, modifier l'éthique et le comportement dans notre société, on sait que c'est du bidon. Ça n'a rien à voir, mais moi je pense par exemple à des scandales qui sont étouffés, qui sont d'actualité, parce que là c'est la course à la mairie de Paris, mais les études qui ont été montées et présentées par l'équipe de Hidalgo pour mettre en place des pistes cyclables, par exemple, qui sont une absolue catastrophe. Tout est bidon. Hein. Ils ont fait soi-disant des calculs sur les flux de voitures, etc., pour arriver à leur conclusion. C'est du bidon et ça a été prouvé. La justice a donc déclaré que le rapport était sans fondement, etc. Au final, j'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un d'entre eux qui paye ou qui a payé. Hidalgo, il me semble qu'elle se représente, donc il n'y a aucun problème pour eux. Mais ils ont l'art et la manière de manipuler tout dans le sens qui les arrange pour obtenir ce qu'ils veulent, quoi, au final. C'est du grand n'importe quoi, quoi. Il faut vraiment que les gens, ils ouvrent les yeux, ils écoutent, ils lisent la presse, quoi. Parce qu'il y a des tas d'infos dans les articles, quoi. C'est vrai que on trouve plein de trucs, quoi. C'est ahurissant tout ce qu'ils sont capables de faire. Absolument. Bonsoir Lapinou Cookies. Yori, j'ai sous les yeux donc Netflix et il s'agit de la saison 3.
Et ça doit être la meilleure des saisons. Et donc l'épisode, il s'appelle Tuer sans état d'âme. Et celui dont je t'ai parlé avec le cimetière virtuel, enfin le cimetière numérique plutôt, il s'appelle San Junipero. Et Bon, ok, mais tout ça, premier c'est dans la saison épisode, 3, donc je vais pouvoir. tout est dans la saison 3. Et le premier de la saison 3 aussi, il est très sympa. Il s'appelle Chute libre. C'est là Oui, où mais aussi oui, je l'ai vu celui-là. Je l'ai vu celui-là aussi. tout le monde Tu est m'as- influenceur Ouais, c'est et ça. tout Comment il le s'appelle monde a ton des épisode? notes. Tu es sans état d'âme. Ok? Et l'autre, c'est San Junipero. C'est ça? Ouais, c'est Ouais, celui les d'avant, deux. juste avant. Ouais, c'est les deux que j'ai pas vus dans cette saison. Et Mais tu l'as le vu, premier. Chut. Playtest, celui qui rentre dans un jeu vidéo. Oui. Oui, c'est vrai. Ouais, C'est ouais. vrai. C'est vrai qu'il faut voir aussi. Ils y sont tous. Hein. Saison 3, là, alors relation assez. Je cherche. Les abeilles, elles sont dans la saison 3. La Ah, les 5, abeilles, c'est le dernier. C'est la le 5, dernier, c'est N, ouais, N c'est ça, ouais. virtuel. Ouais, c'est ça. Et je cherche l'épisode, en fait, où tu peux choisir le cours de l'épisode, en fait. Le scénario. Bon, après, ça revient toujours en boucle. Il se finit jamais, cet Mais épisode. sinon, il y a des séries dont j'ai souvent parlé, c'est House of Cards, sauf la dernière saison parce qu'ils l'ont Ouais. totalement bidonné. Ça, j'ai pas vu. Ça, tu sais que j'ai pas vu, c'est un classique que je dois refaire aussi. C'est extraordinaire. House of Cards, si tu veux, il t'explique tous les attentats, il t'explique Ouais. toutes les magouilles de destitution, etc. Ouais. Comment un président arrive à se faire élire. Après, tu parles, Il faut factifier. tu parles beaucoup des séries Netflix, et t'as raison, c'est les meilleures. Mais il y en a une sur Canal+, Engrenage. Tu l'as vu, Engrenage? Ah non, j'ai dû pas accrocher, non, j'ai pas. En fait, bon, ils vont pas au bout des choses, hein, clairement. C'est vraiment un avant-goût de la pourriture du système judiciaire entre les avocats, les flics, les procureurs, le juge d'instruction, etc. C'est vraiment un avant-goût, quoi. Et comment les mecs arrivent à se corrompre, clairement, ou à se défoncer entre eux, quoi. Et entre flics, etc., de la BAC, etc. Ça tourne beaucoup autour des affaires de drogue, etc. Mais voilà, c'est vraiment un avant-goût de la pourriture du flicard et la pourriture judiciaire. Voilà. D'accord. C'est là où on voit que les procureurs, c'est des gros bâtards de fils de pute. C'est vraiment ça, hein, je te dis. Et pour avoir soigné un avocat, quand je lui ai dit que je regardais Engrenage, il m'a dit, ouais, vous avez vu. Bon, après, les avocats, ils sont pas. Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que ça charge un peu les avocats au niveau de leur rémunération en liquide, etc. Mais on voit que la vraie pourriture du tribunal, c'est le procureur et le juge d'instruction. Voilà. Ils font ce qu'ils veulent, les mecs. Et ils s'entendent en plus, les bêtes. Donc, Les avocats sont un maillon essentiel du système judiciaire pourri. Ça, faut oui, ça pas se aussi, voiler la ça aussi, face. ça aussi. Mais Mais vraiment, sinon, là, moi, pour j'ai accroché à revenir ça. à House of Cards, que je voulais dire tout à l'heure, entre autres révélations, c'est aussi, ils ont montré dans un ou plusieurs épisodes, on va dire, la franc-maçonnerie. Hein. Ils ont montré comment dans une espèce de ranch privée,
avec une grande forêt privée, les réunions que plusieurs personnes importantes, décisionnaires du pouvoir profond, comment il fallait aller se faire adouber par eux pour pouvoir donc gagner une élection. Donc il y a toujours comme ça des allusions, c'est très intéressant donc de voir certaines séries. C'est certainement des initiés, hein, les scénaristes, ils lâchent beaucoup de révélations. C'est extrêmement intéressant. Dans l'autre série aussi que je recommande, c'est Peaky Blinders, où il y a eu dernièrement 5 épisodes que j'ai dévoré vite fait, bien fait. Là, il se penche sur les liens entre les mafias et il se gêne pas pour justement, entre autres mafias, montrer ou parler d'une mafia juive avec un excellentissime acteur donc en tant que représentant ou chef de la mafia juive, mais il parle aussi de mafia gitane, de mafia irlandaise, de mafia italienne, donc et puis de collusion et de comment dire, que les mafias sont utilisées, commanditées, utilisées, protégées par le système politique. Et là, donc l'époque où se déroule la série, c'est l'époque avant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et donc il montre Churchill qui fait ses petites magouilles, qui commandite des attentats, qui fait éliminer ses ennemis politiques, qui couvre le business de la drogue. C'est tout à fait vrai, réaliste, d'actualité en plus. On sait ce qui a été dit sur Jacques Chirac par Gérard Fourré. Hein, beaucoup trouvent que Jacques Chirac est exemplaire. Réveillez-vous. Hein. Les emplois fictifs, c'était pas comme j'ai entendu à la télé à un certain moment. Je crois que c'était Bernadette Chirac qui disait dans un documentaire qui lui est dédié, bien entendu, pour la montrer comme une personne, une gentille mamie. Elle disait comment peut-on reprocher à quelqu'un de donner des emplois à des personnes qui en ont besoin? Mais c'est pas des nécessiteux, hein. C'est des emplois fictifs pour des gens qui ne vont faire aucun emploi, aucun travail, et ce ne sont pas vous et moi, hein. Ce sont des francs-maçons, des rentiers qui n'ont pas besoin en définitive à la base d'un emploi, mais qui vont prendre des salaires en plus de ce qu'ils ont déjà, sans jamais pointer. Donc, moi, je comprends pas. Enfin, je comprends les merdias, comment on laisse dire des conneries comme ça dans des reportages sans lui donner la contradiction. Et ça me permet d'en arriver à quelque chose dans l'actualité. Aujourd'hui, pour faire le lien, c'est tout ce qui est distribué à droite et à gauche. Là, on voit des déclarations de 93. On va donner 10 000 euros aux profs qui restent leur carrière dans le 93. Et puis, on va créer 150 postes de policiers dans le 93, soi-disant que tout ceci découle des incidents de Chanteloup-les-Vignes, qui pour moi sont déclenchés, j'en ai la preuve et la certitude absolue, par les mêmes qui ont déclenché les révoltes des banlieues en 2005. Hein. C'est exactement les mêmes ressorts, les mêmes gens, il n'y a aucun problème. Et donc déjà, on ne voit pas le rapport entre Chanteloup-les-Vignes et puis
aller dans le 93 faire des distributions de cadeaux comme ça. Et en plus, on voit qu'ils ont fait le lien avec le voile. En 2005, ça s'est passé pareil, les amis. Et là, ce qui manque aujourd'hui, mais peut-être ça viendra, ce qui manque, c'est dans la foulée, on a eu aussi un débat sur le halal, pas halal. Donc on vit les mêmes boucles. Et donc à la télé, on voit les grands titres. Le 93, un plan pour le 93, c'est bon, on va investir de l'argent, on va donner de l'argent au 93. Au premier abord, quelqu'un qui cherche pas à savoir, il va comprendre que on va aller donner de l'argent aux nécessiteux et aux gens qui ne s'en sortent pas dans le 93. Mais il n'en est rien du tout. On va arroser, ils vont arroser leurs gens. Ils vont donner 10 000 euros à leur franc-maçon d'enseignants, parce que sachez que si vous êtes dans le 93, si vous êtes né dans le 93, ou si vous avez toujours vécu dans le 93, et que vous aimeriez y travailler au lieu d'aller dans une affectation très loin de votre famille, je ne sais où, ce n'est pas possible. Hein. L'éducation nationale impose à tout le monde de prendre l'affectation qui a été décidée. Les gens ne peuvent pas travailler dans une école là où ils ont leur famille. Hein. Un Breton ou une Bretonne n'a pas la chance de travailler en Bretagne, un Normand ou une Normande n'a pas cette chance non plus. Il y a un mouvement qui est obligatoire, et puis ensuite, il faut attendre de marquer des années. Alors je vois que là, ma connexion est attaquée. Peut-être que ça ne convient pas trop ce que je dis. Et donc après, c'est le jeu de l'ancienneté pour espérer obtenir une affectation à l'endroit d'où l'on vient à la base. Donc si vous êtes originaire du 93, vous n'avez aucune chance à la base, dès que vous finissez votre formation, de travailler dans le 93, sans même qu'on vous donne de l'argent. Hein. Si vous dites, ok, j'en veux pas des 10 000 euros, laissez-moi juste, affectez-moi juste dans le 93, ce n'est pas possible. Donc après, ils mettent leurs gens, ils leur donnent les bonnes primes, ils mettent leurs gens dans les ZEP, qu'on présente comme des collèges extrêmement dangereux, coupe-gorge, pour justement qu'ils obtiennent les grosses primes affectées aux ZEP. Et on présente ça comme si c'était une aide aux élèves, aux parents et à tout le 93 dans son ensemble. De même pour les policiers, c'est tous les moyens qu'ils mettent, c'est pour leurs gens. C'est une folie de croire qu'ils arrivent comme ça et qu'ils balancent 150 policiers alors que on sait que les commissariats sont en ruine, les véhicules ont besoin aussi beaucoup d'entretien, de renouvellement, et que vous ne pouvez pas comme ça ajouter 150 policiers dans des commissariats qui sont déjà au maximum de leur capacité. Donc c'est des effets d'annonce, c'est de l'arrosage de leurs gens, qui savent qu'ils vont en avoir besoin là bientôt. Là, c'est la même chose pour lorsque vous les voyez annoncer pour des hôpitaux, etc. C'est le 93, les gens, les habitants du 93, ils ne bénéficient de rien de toutes ces annonces-là. Alors, je pense que j'ai été pas mal coupé. Hein. Je pense que j'ai été pas mal coupé. Non, en fait, t'es pas coupé. Mais c'est bon. Non, par contre, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que si depuis 30 ans, il y a eu je ne sais pas combien de plans banlieue, s'ils donnaient effectivement, s'ils faisaient effectivement ce qu'ils auraient dû faire, enfin ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient, c'est-à-dire donner de l'argent pour améliorer la vie là-bas, ça se saurait, quoi. Parce que voilà, quoi. Du coup, les gens pensent que dans les banlieues, les gens sont râleurs, ils sont pas mécontents de ce qu'ils ont et compagnie. Alors qu'en fait, la réalité, elle est pas là, c'est qu'ils ne voient pas du tout la couleur de l'argent qui est donné, quoi.
Mais c'est très malin, hein. C'est vraiment très, très, très malin. C'est des manipulateurs pas possibles. Ben justement, cette association de maires de banlieue, enfin, là je peux chercher le nom exact, mais comme par hasard, là, en 2005, c'était parti, parce que là j'ai pas eu le temps de monter une vidéo pour expliquer ça. J'ai fait le visuel que j'avais publié, où j'ai mis en cause donc les départements, les maires et cet ordre maçonnique donc de chevalerie templière portugais dans ce qui s'est passé à Chanteloup, mais pas uniquement, hein. Mais sachez que comme par hasard, le maire de l'époque d'où tout est parti en 2005 et que il était en première ligne dans les merdias. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous se rappelle de lui, je pense pas, hein. C'est impossible que vous vous rappelez de lui. C'était le maire de Clichy-sous-Bois, mais personne ne se rappelle de qui. Qui était cet homme. Pourtant, il était présent dans tous les merdias. Eh bien, il fait partie de la même association. Il était le deuxième personnage ou le premier de la même association que, comme par hasard, la mairesse de, justement, Chanteloup-les-Vignes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il suffit de prendre la tête de cette association, là, il faudrait que je trouve son nom, pour qu'ensuite vous voyez votre ville défoncée et des crédits pleuvoir. Et pour finir donc sur ce maire, alors je cherche les noms, hein. Pour finir sur ce maire, sachez que après l'épisode de 2005, il a passé toute sa vie maire, hein. Il s'est fait élire, je crois, pendant 35 ou 40 ans à Clichy-sous-Bois. Donc, il était en fin de carrière et sans espoir d'être autre chose que maire. Eh bien, sachez que suite à 2005, il a été propulsé sénateur, hein. Ça, pareil, hein, peu de personnes le savent. Il a été propulsé sénateur et dernière information, sachez qu'il n'a pas fini son mandat de sénateur. Tiens, il s'appelle Claude Dillin. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Claude Dillin. Ben, c'était lui. Tiens, je vous mets son image. Eh bien, il n'a pas fini son mandat de sénateur. Il est mort, devinez l'âge, à 66 ans, à la fin de son mandat de sénateur. Voilà. Tiens, c'est marrant, Je vous mets là. Epstein est mort au même âge. Et là, il s'agit d'une conférence là, que vous voyez à l'écran. Une conférence à l'époque, vous pouvez lire à l'écran avec qui, hein, lui, il s'appelle Claude Dillin. Et Catherine Arinou, c'est la mairesse de Chanteloup-les-Vignes, qu'on a vu surtout toutes les chaînes. Attends, pardon, mais je te coupe. Je vois pas hein, ce que tu mets là. Oui, mais il faut aller sur le live. Tu le verras plus tard, c'est pas grave. De toute façon, je compte en faire une vidéo. Hein. Je compte en faire une vidéo. Vas-y. Mais là, c'est une conférence à l'époque. Une conférence à l'époque, comme par hasard, de lui, là, maire de Clichy-sous-Bois, donc émeute de 2005, et de Catherine Arinou, mairesse actuelle de Chanteloup-les-Vignes, que vous avez vu avec Macron et le Premier ministre, etc. Celle qui a la coupe de cheveux garçon. Alors à l'époque, là, pour ceux qui peuvent voir la vidéo, elle avait les cheveux plus longs. Hein. Là. Regardez. Ça date, hein. Cette vidéo, elle date. Elle avait les cheveux plus longs. Et bon, alors après, je vous révèle pas toute mon enquête. Il faudrait que j'arrive à monter la vidéo pour vous montrer la partie portugaise de l'affaire.
Et puis sachez aussi, pour finir là-dessus, que ces deux personnes sans médecin. Donc, vous voyez, il y a énormément de similitudes, énormément de hasard. Lui, pédiatre, elle, je crois, généraliste. Donc, les élus de ces lieux, chaque fois qu'on présente comme des quartiers abandonnés, des quartiers difficiles, les villes pauvres, etc., les élus ne sont absolument pas représentatifs de la population. Mais alors là, absolument pas. Hein. Là, on dit qu'il n'y a que des pauvres, il n'y a que des étrangers, ben, on va mettre deux médecins et qui n'ont aucune origine étrangère. Et puis ensuite, on va à la télé faire un battage médiatique en disant attention, il faut surtout pas que des personnes communautaires ils disent, mais c'est une autre façon de dire des personnes maghrébines ou musulmanes se fassent un jour élire. Hein. Puis en plus, à la limite, si c'était pour faire du bon boulot, mais on voit que c'est que des échecs. Et puis ces gens-là qui ont échoué, ils passent dans les merdias pour dénoncer. Ben, je ne sais pas qui ils dénoncent, sauf qu'ils dénoncent des jeunes, mais on ne voit jamais de coupables, on ne voit jamais de responsables. Et pour ensuite se faire arroser par des nouveaux crédits. Et en plus, cette Catherine Arnaud, elle a fait, il me semble, elle a fait une cagnotte pour recevoir des aides supplémentaires à tout ce qui est assurance, aide promise par l'État, etc. Elle a en plus de ça fait une cagnotte, c'est en marche sur la tête, c'est de la folie pure et simple. Mais je pense que eux, ce qui les intéresse, c'est pas. Il y a l'argent, bien sûr, mais c'est surtout l'impact. Ils ont bien bénéficié de l'effet incident, jeune, guérilla, scène de guérilla, tout est fabriqué, ça se voit. Il y a quelqu'un qui filme de loin, qui a Parkinson, avec des images extrêmement de mauvaise qualité, d'extrême mauvaise qualité. Il ne se passe pas grand-chose. Hein. On voit des gens qui courent et quand on leur balance sur la gueule des lacrymos, ça rappelle un peu les gilets jaunes. On sait très bien comment ça marche. Hein. Vous provoquez, vous balancez des grenades, de la lacrymo sur des jeunes qui sont là tout à fait pacifiquement le soir. Et puis, vous créez un spectacle de guerre très rapidement. Hein. Si en plus vous filmez sous le bon angle des gens qui sont en train de courir dans tous les sens et que vous avez la tremblote, eh bien, vous avez des images de guerre. C'est bien pour ça, c'est bien pour ça que c'est fait exprès pour mais le doute non, pour faire croire aux gens qu'il se passe des choses dans ces quartiers-là, alors qu'en réalité, ben, il s'en passe peut-être, mais pas au point qu'ils le disent, quoi. On voit bien que de toute façon, c'est manipulé à tout va, quoi. Moi, ça m'agace de toute façon. Je regarde même plus trop les infos tellement c'est épuisant. Enfin bref. Moi, je comprends pas tous ces gens qui veulent filmer puis qu'ils ont Parkinson, il faudrait mieux aller se faire soigner. Je rigole parce que je sais qu'ils sont pas malades. Mais bon, là, je me moque d'eux aussi. Hein. Bon, ben, mes amis, alors qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être s'arrêter là. Personnellement, moi, j'ai pas grand-chose de nouveau à te raconter, donc ouais, moi, je serais pour. Après, il faut voir avec Yori. Ah, on l'a peut-être Dans le perdu. chat, personne n'est motivé dans le chat. Bon. Pinou, si t'es toujours là, tu viens nous rejoindre? Ou quelqu'un d'autre? Non, mais là, c'est fonctionnel, donc ça marche très très bien. Et moi, je peux ajouter donc
en supplément le fait de pouvoir balancer s'il y a une discussion qui est bien engagée entre plusieurs personnes et que on tique sur une information à vérifier, une image, etc. Je pourrais, pendant que vous êtes en train de discuter, faire vite fait cette recherche et qu'on puisse appuyer nos arguments par des preuves et des éléments. Ah oui, ce sera pratique, ça, c'est pas mal. Puis le fait que tu puisses couper le micro de la personne qui fait du bruit derrière, c'est bien aussi, c'est pratique. Oui, parce qu'on ne pense pas à couper son micro. Même moi, là, je viens de me rendre compte parce que il pleut et donc ça fait du bruit juste au-dessus de ma tête. C'est un Velux. Et quand tu parlais, d'un coup, je me suis rendu compte que j'ai pas coupé mon micro. On n'y pense pas. Donc, c'est vrai que ayant la main sur les micros de tout le monde, moi, je pense que j'y penserai, vu que je suis l'animateur, et donc je pourrais couper les micros de ceux qui n'interviennent pas. Oh, mais c'est bien, c'est pratique, c'est pas mal. Je connaissais pas la plateforme. Et puis j'ai créé une chaîne dédiée, donc j'ai fait, alors j'ai remodelé Medimnawar principal et Medimnawar secours en Medimnawar 1, Medimnawar 2, et j'ai d'autres chaînes que j'avais nommées pub, je les ai changées en Nawar News et Nawar Débat. Et donc, je pense qu'après, on fera beaucoup de vidéos sur Nawar Débat et je garderai les meilleurs moments pour faire des best-of à mettre sur ma chaîne principale. Oh, c'est pas mal ça. Alors, je savais pour la news, mais pour le débat, je ne savais pas. Je vais surveiller. Je vais voir ça. Pardon. J'ai fait une couleur bleue. C'est pour ça que là, vos noms sont en bleu. Oh, c'est sympa le bleu. Ça change. Oui. La news est rouge. Ouais, c'est pas mal aussi. Comme souvent, c'est pour balancer des infos. Bah, c'est tout le temps rouge, voilà. Ouais, voilà. Elle est bien, quoi. Bon, alors, il n'y a personne qui veut venir nous rejoindre? Quelqu'un qui aurait quelque chose à dire d'intéressant? Merci à toi, Spinjo. Merci, tu me dis merci pour tes vidéos, merci pour ton soutien. Lapinou, elle est fatiguée. Lapinou, c'était pas toi qui devais faire témoigner ta fille? Bah écoute, tu me diras et on la fera passer lorsque elle sera prête. Mais sinon, merci à toutes et à tous parce que cette chaîne-là, elle est confidentielle. Vous êtes quand même une dizaine depuis là, ça fait presque 3 heures de live à être là. Passez une bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée Yori, merci beaucoup, merci Sarrazin, merci Marie-Ange de m'avoir aidé, d'avoir participé. De rien, Mehdi. C'était un plaisir. Je te souhaite une bonne soirée, je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Eh bien, bonne soirée tout le monde et on va s'arrêter là.